Bonjour à tous. Je m'appelle Corentin Baillet, mon collègue c'est Lucas Arrivé. Bonjour. On est deux étudiants de 42 et on travaille tous les deux à Synactive, donc une boîte d'experts en sécurité offensive. Et on vient vous parler un peu de CTF, donc vraiment une intro CTF. Déjà, qui c'est dans la salle sait ce que c'est un CTF? Ah, c'est bien. Ok, c'est pas mal. Et qui a déjà participé à des CTF? Déjà moins, ok. Ok, alors déjà, je vais vous présenter le plan de la conf. Donc, on va vous parler vraiment c'est vraiment une introduction. Donc, on va vous parler que c'est quoi un CTF, donc c'est quoi les bases d'un CTF, comment ça se passe, les différents types de CTF, les épreuves qu'on peut rencontrer. Et après, comment commencer à faire des CTF tranquillement, connaître des gens, connaître les trucs qui sont sympas, rejoindre des équipes, et pourquoi pas organiser un CTF parce que c'est une bonne expérience aussi. Donc un CTF, il n'y a pas vraiment de définition d'un CTF. À vrai dire, chaque CTF est un peu unique. On a quand même un schéma global de ce que c'est un CTF, mais il n'y a pas vraiment de règles qui se définissent sur un CTF. Qu'est-ce qu'un CTF, qu'est-ce qui n'est pas un CTF. Mais globalement, ça suit un schéma assez régulier. Donc le modèle assez basique, c'est qu'un CTF, déjà, ça se joue en équipe. Euh, Ça peut jouer tout seul si vous avez envie, mais en équipe, c'est quand même plus sympa et plus performant. Dans un CTF, c'est le challenge de sécurité, dans lequel il faut trouver des flags. Donc un flag, c'est une chaîne de caractères qui, une fois qu'on la passe dans le formulaire de validation ou auprès du staff, ça rapporte certains points en fonction du système de scoring. Et l'équipe qui a le plus de points à la fin du CTF remporte le CTF. C'est aussi simple que ça. Un CTF classique, ça dure entre 24 et 48 heures, donc pour la plupart. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je dis, les CTF, ça prend plein de formes. Donc, il y en a qui sont très courts, il y en a qui durent des semaines, voire des mois. Mais généralement, c'est sur plusieurs jours. Du coup, on va avoir tendance à faire des nuits blanches pour essayer de le gagner. Pour les CTF qu'on fait sur place, donc pas en ligne, généralement, ça dure moins, genre le temps de la nuit, genre entre 5 et 8 heures, ou peut-être plus. Mais généralement, pour les CTF sur place, c'est moins parce que ça prend plus d'organisation pour le staff. Et c'est pas rare que pour les premiers pour le top 1 ou le top 3, il y a des prix. Bon, un CTF, c'est assez fréquent que ce soit organisé dans le cadre d'une conf de sécu. Du coup, c'est assez fréquent que les premiers gagnent des places, voire une qualification pour un CTF, une finale sur place à la conf. Donc, c'est assez fréquent qu'on gagne des places pour des conférences sécu. Parfois même qu'on vous paye le voyage, etc. Bon, le type de CTF le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle le Jeopardy. Donc, c'est juste un ensemble de challenges, plein de types différents. Donc, il y en a plein qu'on va vous présenter après. Voilà, c'est vraiment le type de CTF le plus commun, qui est le plus facile à organiser, qu'on le trouve en ligne surtout. C'est des formats assez classiques pour des qualifications ou pour, comme je disais, pour faire gagner des places pour des comptes de sécu. Donc c'est assez facile à mettre à place en ligne, il y a plein de frameworks qui existent, il y a plein d'aides. Enfin, c'est vraiment le truc le plus classique. On y trouve plusieurs systèmes de scoring, donc des systèmes un peu statiques où un challenge en fonction de sa difficulté va rapporter tant de points, ou des systèmes de scoring plus dynamiques, genre en fonction du nombre de validations, si on est les premiers ou le top 3, on va avoir plus de points, etc. Donc évidemment, en CTF, ça compte la vitesse à laquelle on solve les challenges, c'est vraiment important, surtout en fonction du système de scoring. Voilà. Donc voilà, on va vous présenter pas mal de les challenges qu'on retrouve beaucoup dans les Jeopardy. Donc voilà. Donc, je vais vous présenter des challenges dans chaque domaine récurrent dans les CTF en mode Jeopardy. Donc, par exemple, il va y avoir du web, de l'exploit, du reverse, des trucs comme ça. Donc là, on va commencer par le web. Donc, généralement, le web, ça va se baser sur les trucs qu'on voit en pentest. Qui sait ce que c'est un pentest ici? Donc voilà, un test de pénétration généralement sur des applications web. Et ça se revoit assez souvent dans des CTF. Donc, ça va être un peu chiant. Donc là, je vais vous présenter un challenge de la nuit du hack pour les qualifications en 2017 qui s'appelait Why You No Knock. Donc c'était une injection dans un paramètre d'une classe qui permettait de faire une interface vers une base de données. Et ce que ça permettait, c'était de contrôler vers où le serveur web allait se connecter. Donc avec... vas-y, prochain slide. Ouais, je pense que ça va être mieux. Donc là, vous pouvez voir l'interface de login. Donc c'était très simple, hein. C'était un login, un mot de passe et un groupe d'utilisateurs.
Et tout ça, on pouvait le voir dans la requête qui allait passer après. Donc ça, c'est l'interface de Burp. Burp, c'est un proxy qui va pouvoir vous permettre d'intercepter les requêtes HTTP et HTTPS sur votre browser. Donc là, ici, en haut, on voit une requête normale avec le login en low, password low et group user. Vous arrivez à voir? C'est bon? Ok, bon, je vois pas d'objection. Et en dessous, on peut voir une requête modifiée avec le groupe, avec un groupe invalide qui va nous retourner une exception. Donc cette exception-là, on va pouvoir se documenter dessus et regarder sur Internet et voir que elle est reliée à cette classe. Donc dans cette classe, on va pouvoir contrôler l'argument DSN, qui est le data source name. Donc dans ce data source name, ce qu'on va pouvoir aussi contrôler, c'est par exemple le nom de la DB sur lequel se connecter ou l'hôte. Et c'est ce paramètre qui va être très intéressant. Donc ici, en créant une base de données MySQL sur un serveur dédié que l'on contrôle, on peut trickser le serveur web pour ce qui se connecte chez nous, qui lise notre base de données, qui lise notre utilisateur avec notre mot de passe pour bypasser l'authentification. Et avec ça, on récupère le flag. Merci à Noproot, parce qu'on avait perdu ces screenshots. Noproot, c'est une équipe de CTF. Une autre équipe de CTF, française d'ailleurs. En cryptographie, je sais qu'à 42, il n'y a pas trop de challenge, de projets en cryptographie. C'est un peu dommage, je le trouve. Mais basiquement, c'est l'art d'utiliser les maths pour cacher des données ou des informations dans d'autres blocs de données. Enfin, ça ne va pas être les cacher, ça va être les modifier pour pas qu'ils soient lisibles par quelqu'un qui regarde le flux de données, par exemple. Donc les challenges de cryptographie en CTF, ça va être généralement des algorithmes soit faits maison, où ça va vraiment vous demander de la logique et parfois de l'application de maths. Ou alors aussi, il y a ils implémentent parfois des attaques connues en cryptographie contre le RSA, par exemple. Après, ça va être un peu dur d'expliquer, genre qui connaît le RSA, qui connaît l'AES, qui sait comment l'utiliser, par exemple. Ouais, ça va être un peu dur. Par exemple, il y a des attaques connues contre ça et il faut réussir à les appliquer dans le cadre du CTF. Donc ici, je vais vous présenter un challenge qu'on a fait à la Hackit 2017 qui s'appelait CryptoScheme. Donc c'était un algo basé sur un vieil algo de chiffrement qui a été utilisé dans les années 1800, mais qui a été amélioré pour avoir une meilleure utilisation, pas vraiment au final, parce que c'est toujours cassable et c'était le but du challenge. Il y avait aussi un truc assez intéressant, c'était que tout l'algorithme était passé en forme de graphe et d'image. Ouais, là c'est vraiment dur à lire. Donc basiquement, c'est le graphe que vous connaissez sûrement, vous avez déjà vu ça, c'est des conditions avec des opérations sur chaque bloc et qui vous donnent des opérations qui sont faites sur les blocs de données. Et donc à gauche, c'est l'algorithme qui était utilisé pour chiffrer un bloc de données. Et à droite, c'était pour générer la clé secrète à partir... non, c'était pour générer la matrice qui allait servir à chiffrer le bloc à partir de la clé secrète. Et donc en bas, on peut voir que la clé secrète était générée à partir de l'année, enfin à partir du temps courant. Et dans l'énoncé, on lui disait quand est-ce que le message avait été chiffré. Donc avec ça, on pouvait faire une attaque par brute force pour déchiffrer le message. Ensuite, la stéganographie, bon, c'est un sujet un peu à débat en CTF, parce que il y en a qui ne considèrent pas vraiment que c'est de la sécu. Bon, c'est des challenges, c'est de la logique, c'est intéressant à faire parfois. Donc ça prend la forme généralement de blocs de données qu'on nous donne, et où il y a un message caché à l'intérieur. Donc j'ai parfois une image, parfois un bloc de données complètement random, ou des choses comme ça. Et oui, c'est assez difficile de faire une bonne épreuve dedans parce que c'est facile de partir rapidement dans le guessing, ce qu'on appelle. C'est par exemple, si vous avez un bloc de données
et que vous ne savez pas quoi faire du tout avec, qui a juste l'air complètement aléatoire, comment vous pouvez savoir qu'il faut prendre le 3e bit de 1 octet sur 2, les rassembler, les ROT 13 et ensuite récupérer le flag? C'est un peu dur de deviner ce genre de truc. Et ça arrive assez souvent, c'est assez chiant. Donc là, pour un challenge de Stegano, je vais vous présenter le Black and White de Secté CTF 2017. Donc, à première vue, c'était juste un simple fichier texte. On l'avait téléchargé dans le terminal, on avait fait un cat, on n'arrivait pas trop à savoir ce qui se passait. Et ensuite, on a essayé d'afficher les octets un par un, et on a vu que les espaces étaient des espaces encodés en Unicode, et qu'il y avait 16 espaces Unicode différents utilisés. Donc ensuite, ce qu'il fallait faire, c'était réussir à deviner que chaque espace pouvait représenter une valeur sur 4 bits, et qu'avec 2 espaces, on pouvait représenter une valeur sur 8 bits, qui réussissait avec elle à représenter un caractère en entier. Et ensuite, avec ça, on pouvait reconstruire le message caché avec le flag à l'intérieur. Donc ensuite, les épreuves d'algorithmie, ça va être les trucs que vous voyez généralement en rush. Ça y ressemble vraiment. Après, c'est généralement un peu plus dur. C'est vraiment ça. Hein. Vous pouvez coder en ce que vous voulez. Vous avez juste besoin de résoudre une épreuve assez arbitraire. Donc, je vais vous présenter le tchal de la nuit du hack, des qualifications de la nuit du hack pour 2018, Schrödinger, où le but c'était de reconstituer un document qui était passé à travers un shredder. Donc, le shredder qui va découper le document à la verticale en plein de petites bandelettes et réussir à reconstituer le document avec ça. Et tout ça, le faire en moins de 10 secondes. Et coder tout ça en moins de 24 heures, 36 heures peut-être, je sais plus. Et c'était quelque chose comme ça. Ensuite, il y a les exploits. Donc ça, c'est les parties généralement qui sont un peu plus dures dans les CTF, donc je vais pas trop expliquer. Enfin, pas trop expliquer, je vais quand même essayer d'expliquer pour que vous compreniez le principe, mais je vais pas aller dans les détails à vous montrer quel registre en ASM a été modifié ou quoi. Donc généralement, ça va prendre la forme d'un service qui tourne sur un serveur dans lequel vous réussissez à récupérer le service en binaire, sous forme de binaire. Vous réussissez à trouver la vulnérabilité, vous essayez de l'exploiter, et vous réussissez à avoir de l'exécution de code sur le serveur distant. Donc là, je vais parler du Mirin. Donc là, cette fois, c'était le même CTF, les qualifications de la nuit du hack 2018. Mirin, qui en fait était un programme en ligne de commande qui vous permettait d'allouer et désallouer des objets. Et il y avait une commande donc des commandes qui permettaient d'allouer des maîtres et des esclaves et d'allouer et de lier les esclaves aux maîtres. Et une commande qui permettait de tuer les maîtres. Donc référence Game of Thrones, tout ça, vous connaissez. Sauf que l'esclave gardait une référence sur le maître et ça permettait de prendre le contrôle total de la mémoire de la structure du maître et de prendre les contrôles de pointeurs à l'intérieur. À partir de ces pointeurs-là, réussir à faire de l'écriture arbitraire dans la mémoire, et avec cette écriture arbitraire dans la mémoire, réussir à avoir de l'exécution de code. Donc c'est un peu dur à expliquer, mais genre par exemple, quand vous avez des erreurs de malloc avec Valgrind, c'est exactement ça qui va se passer sur votre serveur s'il y a des problèmes. C'est quelqu'un qui va venir, qui va réussir à free une de vos structures allouées et à en prendre le contrôle. Et généralement, c'est des gros problèmes derrière. Donc là, je vais laisser la main à Corentin pour présenter. Moi, je vous parlais un peu du reverse engineering. Qui sait ce que c'est le reverse engineering? Ok. Qui sait globalement ce que c'est un binaire, au moins sous Linux? Un format ELF, tout ça? Ok. Alors, le reverse engineering, généralement, dans une épreuve de CTF, on va fouiller un binaire, généralement un exécutable. Ça arrive très souvent qu'il soit dans une architecture un peu chelou, genre par x86, du coup, c'est galère de l'exécuter, voire vous pouvez pas l'exécuter, du coup, il faut complètement de reverse en statique. Le schéma classique d'une épreuve de reverse, c'est un keygel ou un crack-me, donc on vous demande un password, ou on vous demande à partir d'une clé de donner un password et il faut le trouver. Et généralement, le password, ce sera le flag. Donc c'est un peu le schéma un peu classique.
Et voilà. Dans les épreuves de reverse, c'est en vrai assez varié. Du coup, comme pour tout de ce qu'il y a dans les CTF, on vous présente une épreuve en particulier, mais ça existe sous plein de formes différentes. Pour l'épreuve que je présentais, donc c'était aux qualifications de Secon en COS en 2017. Donc c'est un binaire qui s'appelait printf machine, où on nous donnait donc un binaire qui s'appelait fs machine et un fichier texte où il y avait qui s'appelait default.fs. Dans le fichier texte, il y avait en gros ce qui semble contenir, donc vous savez comment marche printf, donc ça semble être des formats string, donc le premier argument de printf. Si vous avez recodé printf et que vous avez recodé le comportement de %n, vous savez vous pouvez écrire dans la mémoire avec %n. Et en fait, tout simplement, ce que fait le binaire, c'est un interpréteur de VM. Et il est capable, à partir d'un fichier texte, donc celui qu'on vient de voir à côté, de passer à printf à chaque fois remets-moi la suite d'avance, s'il te plaît. De passer au binaire toutes les formats string et ça va faire une VM. Une VM, tout simplement, c'est capable de faire des additions, capable de faire la soustraction et de plus ou moins faire des conditions. Donc dans printf, non mais non, arrête. Donc là, tout ce qui fait le fichier, donc là c'est le graphe dans IDEA. Est-ce que vous savez ce que c'est IDEA? Qui sait ce que c'est IDEA? IDEA, c'est un désassembleur. C'est ce qui permet d'à partir d'un exécutable compilé, ou pas un exécutable d'ailleurs, d'un binaire compilé, de désassembler les instructions qui sont dedans. Donc à partir de retrouver de l'assembleur à partir du binaire raw. Donc là, c'est un graphe d'IDEA. Donc IDEA, c'est le tool utile en reverse, c'est le désassembleur actuel, personne ne le remplace actuellement. Donc ça, c'est juste le graphe d'exécution, donc ça, c'est chaque instruction qui s'exécute. Donc là, ce qu'on comprend, c'est juste que ça fait un fopen soit sur default.fs, soit sur un fichier si on lui a donné un argument. Donc il va ouvrir mon fichier, il va m'écrire vas-y, donne-moi le flag, il va attendre l'input. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va boucler, il va faire fget donc sur votre fichier, il va lire chaque ligne de votre fichier et passer chaque format string du coup à printf. Donc le gros bloc qui est là, qu'on voit pas parce qu'il est un peu trop gros, tout ce qu'il fait, c'est passer 64 arguments à printf. Donc les 64 arguments, en gros, c'est 16 octets de mémoire, donc qui va servir pour l'exécution de sa VM, 16 octets de votre mot de passe, donc a priori votre mot de passe fait 16 octets, c'est déjà un bon indice, et 32 adresses, donc qui sont en fait les adresses de chaque octet qu'il a donné juste avant, pour pouvoir y accéder soit en tant que valeur, soit en tant qu'adresse. Donc voilà, c'est exactement ce que je décris là en fait. Donc la VM en fait c'est juste des formats string et il faut comprendre ce que ça fait et la gueule que ça a le fichier texte, il faut comprendre. Donc là plutôt que juste reverse en général, il faut comprendre ce qui se passe dans les formats string. Donc il faut comprendre un peu comment fonctionne printf, mais assez rapidement on se rend compte qu'on peut parser chaque instruction pour en sortir une addition ou une soustraction par rapport à un registre de mémoire. Donc a priori on se rend assez vite compte que la VM elle fait 16 opérations différentes en utilisant tous vos caractères de votre flag. Elle fait des additions, des soustractions et après chaque opération, elle va vérifier si le résultat il est correct pour lui. S'il n'est pas bon, il va ajouter un octet au dernier octet de la mémoire de la VM. Et pour que le flag soit bon, il faut qu'à la fin, cet octet il soit à 0. Donc s'il y a un seul caractère qui n'est pas bon, votre flag ne sera pas bon. Donc a priori, notre VM, l'exécution de notre VM, c'est juste une grosse équation qui va juste prendre nos x, y, z, nos 16 inconnus et faire plein de calculs avec et il faut que ce soit un résultat. Donc on peut utiliser un petit tool qui s'appelle Z3. Z3 c'est un solver, il fait plein de trucs, il fait du solver symbolique, il fait du SMT. Bref, c'est capable facile de créer des équations et de les résoudre avec. Donc on va déclarer toutes nos inconnus, on va parser le fichier texte avec un petit script Python en récupérant chaque format string pour en sortir une addition avec tel ou tel inconnu ou une soustraction avec tel ou tel inconnu. Et on nous dit à la fin le résultat ça doit être ça. Z3 il nous sort une équation énorme et il nous donne la solution à la fin et la solution c'est le flag. Juste voilà. Pour expliquer rapidement, quelqu'un sait ce que c'est un SMT solver ou un SAT solver Oui, c'est voilà, c'est ce que je pensais. Basiquement, vous voyez Expert System? Voilà. Basiquement, c'est ça, mais sous stéroïdes. Mais vraiment, vraiment puissant, qui va... Basiquement, vous lui donnez 5 plus x égale 7, et il vous donne la valeur de x. Bien sûr, ça va être des équations qui vont être beaucoup plus compliquées que ça, pour un programme.
mais c'est capable de nous les donner et assez rapidement. Et c'est vraiment super utile. Et avec des Voilà. bindings Python. Et ça, c'est cool. Oui, ça, les bindings Python, c'est super utile. Alors, on a aussi des tchals réseau. Pareil, il n'y a pas trop de réseau à 42. Enfin, peut-être qu'il y a plus de projets Il maintenant. y a honnêtement. FTP, IRC, il y a Nmap et les trucs comme ça, ça va. Ouais, ok. Et donc, les épreuves réseau, pareil, c'est assez varié. Généralement, pour les épreuves les plus basiques, ça consiste à juste regarder un dump de réseau, enfin d'une capture réseau, et il faut trouver un flag dedans. Donc, c'est pas ce qui me passionne le plus, ça ressemble en plus beaucoup au forensic que je vais vous présenter après. Mais ça peut avoir beaucoup de formes, parfois il faut trickser pour se connecter à des serveurs, se faire passer pour quelqu'un d'autre, etc. Il y en a qui sont durs, mais généralement l'épreuve réseau, c'est l'épreuve qui va, si elle est vraiment complexe, qui va demander plein de connaissances dans plein de choses, en Linux, en tel protocole, tel outil. Donc c'est des trucs assez avancés. Juste petit aparté, en fait, vous pouvez poser des questions hein, s'il y a des trucs que vous comprenez pas ou des trucs comme ça, ou si on va un peu trop vite. Il n'y a vraiment pas de problème. Vous nous dites et puis on vous explique. Voilà. Ouais. Donc, je vous disais, ça rejoint un peu le forensic. Donc forensic, c'est l'investigation numérique généralement, donc c'est un vrai métier pour le coup. Euh, donc les challenges forensics, ça se représente on vous donne des traces mémoire, des fichiers de journalisation, des captures réseau, des dumps de file system, et on vous dit, bah, généralement il y a un scénario derrière, on vous dit, ah, on a été attaqué, il y a eu ça, ou alors il y a un problème, on ne sait pas pourquoi, est-ce que vous pouvez essayer de le résoudre, etc. Donc ouais, c'est des épreuves qui reviennent assez régulièrement, mais c'est pas les préférés des gens généralement. Euh, un bon exemple, et pas trop compliqué, de forensic. Donc il y a un scénario qui nous dit notre imprimante elle marche plus. Euh, on a un gros indice qui nous dit a priori il y a des problèmes de driver. Donc c'est vraiment peut-être un trop gros indice. Il nous dit est-ce que vous pouvez venir nous aider? Il nous donne le dump d'un file system Linux. Donc assez vite on va chercher dans les drivers. On se rend compte que le driver de l'imprimante bah, il a été modifié, c'est plus le même qu'avant. Et que maintenant bah, il y a un petit keylogger dedans. Donc qui à chaque input votre clavier, il va récupérer votre input clavier, il va le stocker quelque part. Et quand ce keylogger reçoit une certaine séquence de caractères, il va tout compresser et il va tout envoyer. Il va utiliser un script pour tout envoyer sur un serveur distant. Et en fait, il faut juste comprendre que la séquence de caractères qui permet de faire cette commande, c'est le flag en fait. Et donc là, la fin de l'épreuve, c'était prendre le driver, donc, qui est un binaire compilé, et donc le reverse. Donc ça rejoint souvent d'autres épreuves. Donc là, pour ce coup, cette épreuve rejoignait un peu le reverse où il fallait le mettre dans IDEA ou un autre désassembleur, mais bon, IDEA c'est mieux. Pour trouver le flag au final, qui était un peu planqué, mais pas trop. Et après, il y a des épreuves, il y a étoile, quoi. Les épreuves de CTF, hein, comme je dis, c'est jamais la même chose en CTF. On peut vous présenter ce qui se fait le plus, mais il y a vraiment des gens qui arrivent à faire des trucs vraiment originaux, vraiment marrants. Parfois, ils vous trollent complètement. Donc, Miss, qu'on trouve de tout. Il y a des épreuves vraiment trolls où ce qu'on appelle les épreuves trolls, c'est quand le staff du CTF, il essaie de vous hack back, en fait, de faire en sorte que ce soit vous qui vous fassiez défoncer et pas le CTF. Et donc un classique de ça, donc c'était introduit il y a quelques années, on le retrouve parfois dans certains CTF, ce qu'on appelle un trust me. Donc généralement c'est un binaire qui est énormément obfusqué, donc vous pouvez essayer de le reverse, ça va prendre beaucoup de temps et vous n'allez pas y gagner grand chose. Et le challenge, la description du challenge, il me dit bah vas-y lance-moi et t'auras le flag. Mais est-ce que vous avez vraiment envie d'exécuter un binaire dont normalement vous n'avez pas confiance sur votre machine? Alors, vous voulez essayer de le reverser, vous voulez peut-être me lancer dans une VM, sauf que le truc, bah, il vérifie est-ce que j'ai Internet, est-ce que je suis dans une VM, est-ce que je suis dans une sandbox, est-ce que tu essaies de me lancer dans un debugger? Dans ce cas-là, je ne vais pas me lancer. Est-ce que je peux utiliser ton micro, est-ce que je peux prendre une petite photo de toi, etc. Donc, est-ce que vous avez envie de lancer ça? Mais bon, la plupart du temps, enfin, à ce que je sache, quand vous le lancez, il vous donne effectivement le flag, mais vous ne savez pas trop ce qu'il a fait derrière, quoi. Donc voilà, il faut trust. Oui, aussi pour expliquer, obfusquer, c'est généralement ce qui se passe, c'est que quand on fait des programmes en C, on va les compiler, ça va donner du code en assembleur. Et ce code en assembleur est assez lisible généralement. Ça va être du one-to-one, généralement aux instructions en C. Le fait d'obfusquer, ça va être de modifier le code en assembleur ou le code en C pour faire en sorte que le code compilé soit absolument illisible. Et soit pour empêcher les gens de savoir ce que le programme fait ou empêcher les gens de modifier ce que le programme fait. Donc par exemple pour les jeux craqués ou les trucs de ce genre.
Alors on a fini pour le type de CTF le plus classique, donc le Jeopardy. On va présenter le deuxième qui est le plus classique, mais qui est peut-être moins connu pour ceux qui ne sont pas vraiment, qui connaissent pas vraiment le CTF. Donc ce qu'on appelle l'attaque-défense. Ça ressemble pas trop au Jeopardy, mais c'est toujours le même principe. On est par équipe, il faut gagner, il y a des serveurs, il y a des challenges, etc. L'idée, alors c'est un truc qui se fait généralement sur place parce qu'il faut une infra assez spécifique. Il y a quand même des CTF, genre l'ICTF, qui arrivent à le faire en ligne. Mais enfin voilà, là, je vais vous expliquer l'infra. En fait, l'infra, c'est que par équipe, il y a un serveur. Chaque équipe a un serveur qu'on vous donne généralement un petit peu avant le début du CTF. Et sur tous les serveurs, il y a des services, donc avec des ports ouverts sur le réseau, qui sont vulnérables. Donc plein de vulnes classiques, donc il y en a plusieurs. Si vos services, ils sont plus reachables, c'est-à-dire qu'il y a un robot qui passe sur votre machine pour savoir si votre service il est up. S'il n'est pas up, vous perdez les points instantanément. Donc ça dépend du CTF, mais il revient régulièrement le robot pour checker. Et le but, du coup, c'est de faire en sorte que tes services ils soient plus vulnérables. Donc, tu peux les patcher. Donc, généralement, tu trouves la vulne, hop, tu le déconnectes, tu le patches, tu le relances. Ou alors, eh ben, exploiter les services sur les autres équipes. Donc, si vous avez les ranges de serveurs des autres équipes, il faut exploiter les autres, il faut défendre le sien, c'est l'attaque-défense. Donc là, ça demande beaucoup plus de connaissances en Linux, beaucoup plus de connaissances en réseau. Voilà. Comme je disais, ouais, c'est un format assez classique en finale sur les grosses conférences ou les gros CTF généralement qui veulent mettre un peu de level. Généralement, la qualification doit se faire en Jeopardy en ligne et les 10 premiers ou X premiers, ils viendront faire la finale sur place et ce sera plutôt un attaque-défense parce que c'est un format assez classique de finale. Donc la rapidité, généralement, c'est beaucoup moins long en attaque-défense. Hein, ça dure, je pense pas que ça dure plus de 24 heures. Je dis des bêtises, mais généralement c'est sur place, du coup c'est moins long. Ça demande vraiment une infra importante. Mais la rapidité est super importante. Il faut être malin. Donc il y a plein de moyens de faire en sorte que tes services sont pas exploitables. Il y a des gens qui font les tricks à base de on enlève des syscalls, du coup les mecs même s'ils exploitent ils peuvent rien faire. On va essayer de les foutre dans une VM, etc. Généralement faire attention aux règles parce qu'en fonction des attaques défense les règles changent beaucoup. Il y en a où tu auras le droit de DOS les autres, il y en a où tu n'as pas le droit, il y en a où tu n'auras pas le droit d'utiliser de limiter les syscalls ou de mettre dans les VM. Donc il faut faire attention aux règles parce qu'on peut très rapidement les briser sans le vouloir et généralement c'est disqualificatif. Mais c'est bien aussi de les contourner les règles parce que sinon on s'amuse pas. Donc les techniques aussi marrantes, plutôt en offensif, c'est juste écouter sur le réseau et puis dès qu'il y a un exploit qui passe et qui a l'air d'avoir marché, on va juste le copier-coller et le relancer partout. Ça fonctionne pas mal. Donc le déni de service, ça marche aussi très bien. Hein. On va essayer de faire cracher les services des autres. Après, si on fait cracher toute l'infra, généralement c'est pas bon signe. C'est déjà arrivé avec des gens qui sachent cracher l'infra, et le CTF il s'arrête, c'est marrant pour personne. Et puis les mecs, ils ont pas une bonne répute après. Donc bon, mauvaise idée. Donc faut faire vraiment gaffe à ce qu'on fait parce que les infras sont parfois fragiles. Si tu te mets à balancer 1 milliard de paquets sur le réseau, ça peut vite exploser. Voilà, je crois que j'ai fini pour l'attaque défense. Donc je vais vous parler des autres types de CTF. Donc là, ça peut vraiment devenir un peu assez n'importe quoi. Par exemple, à l'Insomniac, il y avait un CTF où c'était que de la forensique avec un logiciel qui s'appelait Splunk, par exemple. Fallait regarder des logs, réussir à trouver des preuves d'attaque, des trucs comme ça. Et il y a aussi les trucs comme sur la photo, donc je vais vous donner un petit peu de contexte. On avait réussi l'année dernière à gagner un CTF. On avait été qualifié pour venir sur place et on nous avait payé tout le voyage. C'était super, la bouffe, c'était très bien. Et sur la conférence sur place, il y avait une sorte de Battle of Hackers qui, en fait, où c'était par exemple, c'était le projet Boot to Root de 42, qui était je sais pas si c'était un petit peu plus dur, mais c'était un challenge Boot to Root où on était 4 et nos écrans étaient streamés sur l'écran derrière. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des qualifications avant pendant la journée. Il fallait faire une petite shell web vraiment de base dans la journée. Et puis les 4 premiers, pendant les qualifications, tu t'asseyais, tu avais 15 minutes pour faire un maximum de challenge et te qualifier pour la finale où il y a 4 personnes. Donc, résultat, sur 4, on avait réussi à qualifier 3 de notre équipe. Malheureusement, on n'a pas gagné parce qu'on n'a eu que 30 minutes pour faire la bout de route, ce qui n'est pas beaucoup. Donc là, vous pouvez voir moi qui perds, mon équipier qui perd, le front de mon équipe qui perd, ça se voit pas beaucoup, mais il est là, et le gars qui ne s'est pas qualifié qui voit son équipe perdre.
Bah, c'était vraiment assez spécial parce que déjà ça attirait beaucoup de monde, donc là c'est le devant du public, mais il y avait vraiment 4 fois plus de gens que ça sur un petit étage, donc c'était vraiment plein. Et il y avait un mec, un Ukrainien, donc qui gueulait en russe dans le micro, qui commentait tout ce que faisaient les 4 mecs. C'était assez spécial, hein, marrant, mais bon, c'était marrant à faire, je pense. Et bon, la vue n'était pas terrible, donc bon, c'était moins Ouais, marrant. c'était un peu dommage. On aurait pu faire mieux, mais bon. En plus, il y avait un gros chèque. Ouais, qu'on n'a pas gagné. On l'a pas eu. Bref. Personne. Personne n'a gagné, ouais, du coup, ils l'ont gardé. Ouais, 800 euros. c'était 800. Donc ouais, ça aurait payé beaucoup de verre, quoi. C'est Ouais. un peu dommage. Surtout en Ouais, Ukraine, c'est pas cher. en vrai, ils nous ont assez rincés pendant le séjour, donc on va pas se plaindre. En Ukraine. Ouais, c'était en Ukraine. Donc ouais, c'était un petit peu avant qu'il y ait vraiment le bordel. Mais enfin bon, on va pas parler de ça ici. Je vais vous parler aussi de pourquoi CTF. Parce que c'est vraiment une sorte de passion, en fait. C'est pas, ça va pas être votre travail. Ça va pas vraiment vous apprendre la cybersécurité, enfin l'industrie de la cybersécurité. Cybersécurité, enfin bon. C'est vraiment des jeux qui vont vous permettre, à côté d'apprendre la sécurité informatique, parce que vous êtes passionné. Et C'est franchement une bonne intro, les CTF. ouais. Pour les débutants, même si tu connais rien en sécu. Donc faire des chals, que ce soit en CTF ou des chals sur des wargames comme RootMe ou comme les 10 000 sites qui existent pour ça. Les CTF, c'est encore plus stimulant parce que c'est de la compète et ça, c'est marrant. Et il y a de l'occasion de rencontrer plein de gens parce que les événements, tout le monde est toujours super sympa, c'est toujours cool. On peut rencontrer plein de gens de plein de pays parce qu'il y a des équipes assez vénères qui les font toutes. Aussi bien techniquement que socialement, c'est super intéressant et c'est super marrant surtout. Et ça peut permettre de voyager comme on l'a fait. Et ça, c'est cool. Donc pour commencer à CTF, il y a vraiment besoin de rien. Enfin, vous avez des ordinateurs, donc ça suffit. Il n'y a pas besoin de compétences parce que c'est là qu'on apprend. Faut pas penser qu'il faut être prêt pour faire du CTF ou alors qu'il faut avoir une équipe pour faire du CTF ou alors qu'il faut avoir un certain score sur un site de wargame comme RootMe pour commencer les CTF. Il n'y a pas non plus besoin de qui que ce soit. Si vous connaissez pas des gens qui font de la sécu, c'est pas grave. Vous pouvez vous enregistrer sur les CTF sur des équipes de 1, c'est pas un problème. Après, vous n'allez pas aller très loin et c'est un peu dur. Donc c'est pour ça que pour progresser, il faut généralement aller rejoindre une équipe et lire des write-up et écrire des write-up. Des write-up, c'est des rapports sur les challenges que vous allez faire. C'est écrire comment vous avez résolu le challenge, avec quel outil, quelle recherche sur Google, quelles connaissances vous avez utilisées pour résoudre cette épreuve. C'est aussi un bon exercice d'écrire la solution proprement de ce que vous avez fait. Au moins, vous comprenez vraiment tout ce que vous avez fait. Vous devez savoir, en tant que étudiant de 42, que quand on explique quelque chose à quelqu'un, on le comprend 100 fois mieux. Et bah, ça marche aussi pour ça. Et lire des write-up, les mecs qui écrivent ça, voilà, pareil. Oui, c'est sûr, quand vous comprenez pas un challenge, que vous n'arrivez pas à un challenge, vous êtes bien content quand quelqu'un vous explique vraiment bien. Et bien sûr, pour finir, c'est pour faire des CTF sur place, rencontrer des gens et s'amuser. Donc pour trouver une équipe, c'est vraiment pas difficile. Vous demandez autour de vous. Demandez à la SN, demandez à Adrien qui est là. Tu connais plein de gens, Adrien. Voilà, sur à 42, n'importe qui de curieux, vous connaissez des gens qui font de l'informatique, mais pas forcément à 42, qui sont intéressés pour faire de la sécu. Il y a aussi sur les sites de Wargame, genre par exemple RootMe, il y a plein de gens qui font des CTF là-bas, même si pas tout le monde. Et si vraiment vous n'arrivez pas à trouver des gens avec qui faire de la sécu, ou si vous voulez voir des gens à l'international ou des trucs comme ça, il y a une équipe qui s'appelle Open to All qui est ouverte à tous et qui est vraiment bien pour débuter. Moi j'avais fait comme ça au départ, avec un petit lien en dessous pour que vous ayez voir. Donc après, pour jouer en équipe, ce qui est important, c'est vraiment la communication, la collaboration et le partage de connaissances. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer le plus vite, de résoudre les challenges les plus vite. Ne pas vous décourager. Et pas vous décourager. Ça, c'est vraiment ce qui est. C'est l'un des trucs assez importants en CTF. C'est que généralement, tout le monde peut les faire, ces challenges. Parce qu'ils sont faits pour être résolvables.
Ça n'arrive jamais en CTF que vous allez sauter sur un challenge, vous faites ah putain mais c'est facile, c'est comme ça, au bout de 15 minutes vous l'avez solve. Ça arrive quand même très rarement. Donc généralement vous allez galérer, c'est la partie marrante si vous aimez ça, c'est la partie pas marrante si vous aimez pas ça. Mais il n'y a rien de mieux qu'une équipe pour brainstormer ou un peu le mot un peu start-up, mais bref. Il n'y a rien de mieux qu'être autour d'une table avec les mates et que vous vous entraidiez, même si vous faites pas le même challenge, avoir un mec qui vous écoute et qui vous pose des questions débiles, ben, ça fonctionne. Voilà. Donc pour la communication, nous on utilise Discord parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, le partage d'écran, partage de fichiers, partage de code, et bien sûr le chat, c'est important. Après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, franchement c'est pas important, le Slack, l'IRC, Telnet ou je ne sais quoi. Pour la collaboration, nous ce qu'on utilise c'est CTFpad. Est-ce que vous connaissez Etherpad? C'est un truc, c'est basiquement un notepad mais qui va être shared à travers une interface web. Donc c'est vraiment super sympa. CTFpad, c'est ce qui va permettre d'organiser tous ces notepads dans des catégories qui vont être dans des CTF, et dans chaque CTF il va y avoir plusieurs domaines, et pour chaque challenge il va y avoir un pad différent pour pouvoir prendre des notes, pour partager les notes, les trucs comme ça. Et après aussi c'est important, enfin on le fait pas, mais on devrait, d'avoir un blog dédié à l'équipe pour partager vos write-up et les écrire. Ça motive aussi d'avoir un petit site web où vous savez que vos trucs vont être hostés sous votre nom. En France, en ce moment, il y a l'équipe Tipiak qui fait ça, qui marche pas mal, qui vous écrivent beaucoup de write-up, etc. Il y a aussi Noproute, c'est une autre équipe française, 0x90 Route. T'en as passé une là, non? T'en as pas passé une là? Non, c'est bon. Okay, donc pour commencer, pour aller chercher vos CTF, c'est pas compliqué. Vous allez sur CTF Time, c'est un site qui va référencer une très très grande partie des CTF et une très très grande partie des équipes aussi. C'est très bien s'il y a un calendrier, ça vous dit quand est-ce que les CTF commencent, quand est-ce que les CTF finissent. Et bien sûr, il y a un scoreboard global à l'année où en fait chaque CTF va avoir un certain score. Et si vous arrivez à faire un bon score sur un bon CTF, vous gagnez beaucoup de points sur le scoreboard CTF Time. Et aussi sur CTF Time, il y a un système où vous pouvez submit vos write-up. Donc généralement, c'est là qu'on va trouver les solutions sur les trucs qu'on n'a pas réussi à faire. Et aussi des petits repos GitHub d'outils avec des listes si vous avez besoin de chercher des trucs ou des trucs comme ça. Donc là, c'est une petite aparté pour la fin. Comment organiser un CTF s'il y a des gens qui seraient intéressés à 42 ou quoi. Il y a des trucs vraiment super importants à prendre en compte quand vous organisez un CTF. C'est avoir une infra stable. S'il n'y a pas d'infra stable, il n'y a pas de CTF. C'est tout. Et pour ça, il y a des outils qui sont disponibles à tout le monde, qui sont déjà testés et utilisés par beaucoup de monde, genre CTFD qui va vous permettre de créer un site web, qui va vous permettre de faire de l'enregistrement des équipes, la gestion des mails, la gestion des flags, la gestion des épreuves. Donc allez barcoder l'interface de flag vous-même, vous allez vous faire pawn. Ouais, oui, ça aussi, parce que généralement ça attire des gens pas mal intentionnés, mais curieux, on va dire. Ouais, ça va être curieux, c'est ça. Et aussi, pour un bon CTF, faut avoir des épreuves variées dans les domaines et la difficulté qui est offerte. Donc les domaines, après, c'est pas si important que ça, parce que vous pouvez faire des CTF à thème, où genre par exemple, c'est un CTF avec que des épreuves web. Et bien sûr, après, dans ces épreuves web, il faut avoir de la diversité, genre, faut pas mettre 5 SQL injections ou des trucs du genre. Et après, bien sûr, il faut des bonnes épreuves. Mais après, qu'est-ce que c'est la bonne épreuve? Alors, la bonne épreuve, bon, je vais pas faire le connard, parce que franchement, il y en a qui le font, et c'est un peu chiant. Mais il y a vraiment des critères objectifs sur ce que c'est une bonne épreuve de CTF. Donc, bien sûr, il faut qu'elle soit fonctionnelle. Si elle marche pas, ça sert à rien. Fonctionnelle jusqu'au bout, dans le sens où si vous envoyez 10 requêtes au serveur, ok, ça marche, mais ça prend 20 ans ou ça crache au bout de 15, c'est pas fonctionnel, quoi. C'est juste, c'est pas possible. Il y a des moments où il faudra brute force, et si vous ne voulez pas brute force parce que le serveur il tombe au bout de 30 requêtes parce qu'il y a 15 000 personnes qui le font en même temps que vous, c'est pas fonctionnel. C'est genre un truc important, quoi, que ce soit stable. Ouais, revenir sur l'infra stable, des trucs comme ça. Un scope réduit aussi, c'est assez important pour une épreuve en CTF.
Si par exemple on vous donne une épreuve de forensique et que vous avez tout un file system Linux et que vous savez pas quoi chercher, bah c'est assez dur. Genre vous savez pas où chercher, vous savez pas c'est quoi le problème, c'est où est le flag, s'il faut faire un gros grep sur tout le file system Linux ou des trucs comme ça. C'est important. Enfin, généralement, ça passe par un petit scénario pour l'épreuve. C'est sympa. Voilà. Ou alors, si l'épreuve est assez straightforward, où il n'y a pas grand-chose, ben, ok, c'est assez simple. Mais si on a un milliard de trucs et qu'on ne sait pas regarder, bah, ça va se transformer. Bah, il faut deviner où est-ce qu'on doit chercher. Personne n'aime ça, en fait. Voilà. Donc, Donc pas de guessing. Donc là je reviens sur ce que j'avais dit sur les épreuves de stéganographie. C'est si on a besoin de deviner qu'il faut utiliser le troisième bit de tous les seconds octets du fichier, c'est pas intéressant. Il y en avait des épreuves comme ça à des grosses conférences, par exemple le FIC, où des gens avec qui je travaillais ont beaucoup ragé dessus. On a attendu pendant une semaine. Enfin bon, voilà. Faut pas faire de guessing. Généralement, pour éviter ce genre de problème, c'est vous donner une épreuve, vous donner l'épreuve à tester à quelqu'un qui connaît pas du tout sur quoi vous avez travaillé. Ça marche bien, ça permet de bien tester. Et si vous insulte, bah, vous savez que vous avez fait de la merde. Original aussi, ça c'est bien. Bon après, bien sûr. les CTF, hein, donc original à une certaine échelle, quoi. Voilà. Mais en fait, ce qui arrive assez souvent dans les CTF, c'est qu'il y a une mode qui se crée genre pour quelques mois ou pour une année. Et genre tous les pawns, ça va être la même vuln. On a vu aussi quelques tchals récemment, des catégories de tchals qui étaient des tchals blockchain où vous aviez des scripts Ethereum, enfin je sais plus comment on appelle ça, des contrats blockchains Ethereum Ethereum, qui ouais. étaient vulnérables et il fallait les péter. C'est marrant, mais bon, en fait, il faut setup toute une infra, il faut s'y connecter, c'est ça qui prend le plus de temps, c'est pas marrant. Enfin, bref, ça arrive souvent qu'il y ait des mods qui se retrouvent dans le CTF, et donc si vous faites la cinquième vuln pour le même CTF, enfin voilà, il faut savoir se renouveler, mais bon, c'est pas après, c'est un des trucs les moins évidents à faire une épreuve originale. Oui, et aussi au niveau de la difficulté. À partir du moment où vous pouvez pas faire un original si c'est une épreuve pour débutants, les nouveaux joueurs peuvent pas savoir que, par exemple, vous pouvez faire une requête SMB depuis Google Chrome si il utilise un fichier en local ou des trucs bizarres comme ça. C'est pas possible. Et aussi important, les flags formatés. Si à un moment on a le flag sous les yeux et qu'on s'en rend pas compte, il y a des gens qui vont mourir. C'est tout. Moi, généralement, un flag, c'est formaté avec le nom du CTF et entre accolades une chaîne de caractères random, donc soit du lit, soit en H ou quoi que ce soit. Mais généralement, quand on voit un flag, on est censé le reconnaître. Oui, généralement, ce qui se passe, c'est que vous avez le nom du CTF, entre accolades, une chaîne de caractères, donc ça peut, n'importe quoi, un H, lit. Tout ça pour dire, à quand le 42 CTF? Moi, j'ai bien envie de voir ça. Moi, je suis chaud. T'es chaud? Il est chaud. Bon. Donc voilà. C'est pareil. Est-ce que vous avez des questions? On va commencer à vous balancer des trucs à la gueule, c'est trop bien. Même des questions juste sur des contextes ou Ok, attends, ça va être dur. ou sur de l'orga, hein, n'hésitez pas. Si on vous a pas donné envie de faire les CTF, dites-le nous, parce qu'on s'est peut-être loupé. Voilà. C'est quoi votre job dans la boîte de Synactive? Moi, je fais de la recherche, je fais du reverse sur des drivers sous Windows. Pareil, recherche. Et recherche de vulnérabilité. Donc on fait que de l'offensif à Synactive. Voilà. Mhm. J'ai deux questions du coup pour l'instant. Donc tu as dit que tu avais commencé par Open2All. Moi, j'ai compris. Oui. Et du coup, par quoi tu as commencé? Moi, j'ai connu Lucas dans l'ancienne boîte où j'ai fait mon stage, où il y avait d'autres gens qui faisaient des CTF, et j'ai juste commencé avec mes collègues, tout simplement. Donc j'avais déjà été introduit à la Sécu avant de... Enfin, j'en avais déjà fait un peu tout seul, mais bon, du coup, tout seul, franchement, c'est pas très motivant. Et je connaissais pas Open2All à l'époque, donc voilà. Ouais. Et autre question, à part Burp et IDEA, c'est quoi les trucs que vous utilisez le plus souvent dans les challenges? Python. Python, faut apprendre Python par cœur. Utiliser la ligne de commande Python, ePython, ça c'est vraiment super, l'autocomplétion, les trucs comme ça. Il y a beaucoup d'outils, par exemple Pawn Tools, où c'est un truc qui va pouvoir me permettre de faire de l'exploit super facilement en Python. Des trucs du genre. On vous a mis une slide avec. Il y a plein de repos GitHub qui recensent 1 milliard d'outils qui sont spécifiques au CTF
parce qu'on rencontre en CTF et qui sont spécifiques à chaque épreuve. Par exemple, pour le forensic, il y a je sais pas, une quinzaine d'outils qui sont sympas, qu'on retrouve pour la stégonographie, c'est pareil. On trouve plein d'outils qui sont assez redondants, qui permettent d'analyser des images ou des fichiers texte, etc. Donc si vous savez pas où on prenait, voilà, un D2 repos, c'est très bien, il y a des gens qui font des listes. Toute la communauté partage beaucoup, enfin, c'est du libre, quoi. Donc si vous avez une question, faut jamais hésiter à aller voir là ou ailleurs, ou à des gens. Après, faut pas demander les solutions challenge sur IRC. Généralement, vous vous faites insulter direct. Pas trop sur les sites de Wargame. Faut demander de l'aide, pas la solution. Voilà. Donc, c'est bon. Hop. Quelle organisation. C'était pour revenir sur le keygen. Enfin, j'ai une question à la con. Enfin, je veux dire, l'imprimante elle plante, il y a un keygen, c'est que le mec il s'est un peu foiré quand même du coup. Non, Pas- j'ai dit Keylogger, non, c'était Keylogger que j'avais Ah, c'était dit. Keylogger, je crois. pardon. Oui, ouais, excuse-moi, Keylogger. Ouais. C'est my bad. D'accord, ouais. Mais du coup, enfin, je veux dire, normalement un Keylogger il est pas censé péter une imprimante quoi. Non, mais d'accord, mais c'est juste qu'en gros, l'idée, c'était Ouais. c'était juste le scénario pour Le essayer scénario. qu'on trouve dessus. Mais enfin, l'idée du scénario, c'est que le mec, il avait été pawn et qu'il avait un keylogger et que il avait dû foirer son driver et que du coup, il marchait pas depuis ça, quoi. C'est ce que tu C'était disais en des fait scénarios. par rapport au CTF, c'est qu'en fait tout est dans le scénario et dans comment tu vas trouver un petit peu la vue quoi. Pas forcément, ça dépend des épreuves. Pour le forensic, c'est assez vrai. Et le scénario, il est assez important parce que généralement, on vous donne un gros truc et il y a souvent un scénario pour le forensic. Mais pour des épreuves, des exploits ou de reverse, parfois c'est assez straightforward. Enfin, genre l'exploit, vous avez toujours un binaire avec une vulne dedans et il faut l'exploiter en remote. C'est toujours la même chose. Donc généralement, on vous donne pas trop d'indices. C'est assez redondant, quoi. Ça rejoint le guessing quoi, faut pas toujours avoir à deviner, faut qu'il y ait une petite piste Bah, quoi. si on doit Ouais, deviner ou chercher, ou même si on doit deviner ce qu'on doit faire, enfin, personne aime deviner, quoi. Voilà. Merci. Moi, je voulais juste savoir s'il y a des tools qui sont interdits. Alors, je connais pas forcément, mais il me semble qu'il y a des tools qui peuvent automatiquement chercher des vulnérabilités connues ou ce genre de Alors, choses. généralement, ça va s'appliquer aux épreuves en web. Donc, Enfin, si, c'est pour le brute c'est force. vraiment ça. Oui, pas de brute force, généralement en web, parce que ça met vraiment beaucoup de stress sur les infras. Et quand la moitié des gens qui participent au CTF le font, bah, c'est un DDoS. Donc généralement, les gens bannent ce genre d'outils pour les épreuves web. Mais après, pour les autres épreuves, il n'y a pas vraiment d'outils interdits ou quoi que ce soit. C'est vraiment quand ça va affecter Infra. l'infra et aussi le fait que les autres puissent valider l'épreuve. Si ça influe sur ça, généralement, ça va être banni. Mais c'est c'est très rare. rare. Puis généralement, une bonne infra, ça empêche le brute force pour que ça pète quoi que ce soit. Donc moi, je connais. Enfin, ça peut peut-être arriver en attaque-défense, comme on l'a dit, où les règles sont assez spécifiques en fonction, parce qu'il y a vraiment une infra à gérer, où il y a des comportements qui sont interdits. Après, le fait que des tools soient interdits, je crois que j'ai jamais vu ça, perso. Ouais, non, Enfin, non plus. on t'interdit le principe de brute force généralement, mais si c'est bien fait, normalement, tu te fais ban quand tu fais trop de requêtes à la seconde, quoi. Est-ce qu'on vous a donné envie de faire les CTF ou pas? Parce qu'il y en a, c'est la saison, il y en a plein qui arrivent. Ouais, bah, après, c'est des très durs. Mais franchement, il y en a assez pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Vous juste essayez, même les très durs, hein, ça peut assez vous surprendre parfois. Vous vous mettez sur un challenge et vous vous dites putain, je vais presque y arriver, le CTF est fini, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez le finir après, hein, c'est pas un problème. Ouais, donc on vous a donné un CTF Time, voilà, c'est là où vous trouverez les prochains CTF. Donc je crois que ce week-end, il y en a un qui s'appelle. C'est des qualifications pour l'Asie CTF, donc c'est un gros CTF. Ensuite, la semaine prochaine, je crois qu'il y a le Plate CTF aussi. Donc c'est des CTF assez connus, ils seront peut-être assez compliqués, mais il y a toujours des épreuves abordables pour tout le monde. Normalement, et puis même si vous passez, enfin, comme il vient de dire, si vous passez 30 heures sur une épreuve pour la résoudre, bah, c'est pas grave, vous l'avez résolu. Voilà. Vous avez encore des questions ou pas? Si vous voulez changer, quoi que ce soit. Ah oui, aussi pour savoir s'il y a des gens qui veulent recruter dans leurs équipes ou parler pour essayer de faire une équipe de CTF entre vous ou quoi que ce soit, allez-y. Hein, franchement, C'est le moment, je pense. pour parler sécu. Moi, la question que je vais poser tout simplement, c'est par où vous avez démarré les toutes bases, où est-ce que vous les avez chopées? Bah, nous, on avait commencé à 42. J'étais 2014, donc on avait accès au projet RootMe. Donc à partir de ça, j'ai fait tous les RootMe.
J'ai commencé un petit peu à regarder ce que c'était RootMe, les wargames, Les bouts de faire des route. challenges assez courts. Les bouts de route. Et les bouts de Il y a route des- aussi. Donc des Euh, ISO, pareil, à péter. C'est assez intéressant parce qu'on voit plein de trucs sur un seul chal. Mais ouais, enfin, RootMe, c'est un des meilleurs trucs. Enfin, ou n'importe quoi, il y a plein de sites de wargame. Je cite RootMe toujours parce que c'est le plus connu. Il y a une grosse communauté, l'IRC est prêt à vous aider. Les chals de sécu à 42 aujourd'hui, moi je préfère les RootMe perso. Ils sont bien pour commencer, il n'y a pas à dire, mais c'est assez vite redondant. Enfin, ce qu'il y a dans Oui, les deux basiquement, projets. c'est un T5 alors que c'est des vulnérabilités qu'on voit plus depuis une vingtaine d'années. Voilà, c'est un peu ça. Mais oui, RootMe, ça vous apprendra les bases, ça apprendra les vulnes de Chal, les vulnes de CTF, donc les vulnes que vous trouverez pas trop dans la vraie vie, même si le scénario y ressemble. Ouais, donc les sites de Wargame et parler à des gens, c'est important parce que même si tu fais des Chal dans ton coin, si tu parles à personne, bah, tu sauras pas qu'il y a tel tool qui existe. Même, voilà. Oui, aussi pour le site, pour les bouts de route, il y a Vulnub qui existe, où vous pouvez télécharger des ISO et les mettre sur VirtualBox et commencer à essayer de les péter. Et bien sûr, sur Vulnub, il y a aussi toutes les solutions avec. Donc si vous êtes bloqué sur un truc, vous pouvez aller voir les solutions, des trucs comme ça. Et du coup, les projets Snow Crash, Rainfall et Override, qu'est-ce que t'en penses si tu vois ces... Oui, on les a fait. Vous les avez fait, ouais. Bah, ce qu'on disait, c'est qu'on. C'est pareil, c'est obsolète. au niveau des Oui, bah, flags. c'est ceux-là dont on Non, parlait. c'est ceux-là dont on parlait. C'est, Ah, ils ont été renommés peut-être. Non, c'est Non, ça, Snow Crash, ça. Rainfall, tout ça. Route, En fait, à la base, il y avait les projets RootMe, et ensuite, il y a eu Snow Crash, il me semble, et Rainfall, il me semble. Et bah, Snow Crash, c'est plein de petits scripts, donc c'est marrant pour un développeur. Mais c'est pas des épreuves qu'on trouve en CTF, basiquement. bah, après, il y en a eu quelques-unes, c'est pour les débutants après, mais c'est des trucs pour comprendre les fonds. C'est assez redondant. C'est vrai que dans Oui. Snow Crash, à chaque fois, c'était injection de code, C'est ça. exécuter le Ouais. binaire qui donne le flag et basta. Mais Rainfall, c'est presque pareil. C'est genre les 10 premiers binaires, vous pouvez prendre, les Ouais. faire exactement la même chose. Après, fonctionne, ça vous aide à penser au concept de point d'entrée, point de sortie. Qu'est-ce qui à quoi vous avez accès avec vos points d'entrée, qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'accéder à une fonction qui permet d'exécuter du code ou des trucs comme ça. Donc après c'est bien de les faire. Hein. Oui, il faut- si vous on est voulez en train faire de les la sécu, défoncer, faites-les, mais hein. c'est bien de les faire en vrai. Non, C'est pas des mauvais projets et en vrai, c'est peut-être une bonne technique d'apprentissage de répéter 30 fois la même chose. Enfin, si vous avez fait la piscine CPP, vous êtes peut-être conscient. Mais ouais, après, il faut les faire du RootMe, il faut s'y intéresser, ça prendra du temps, quoi qu'il arrive. Mais je pense vraiment que le fait de rencontrer des gens, ce que j'ai pas fait à 42 quand je faisais de sécu, ça aide énormément et parler avec des gens. En plus, il me semble qu'on est obligé d'avoir un pseudo assez identifiable sur RootMe, donc vous pouvez facilement vous repérer, savoir qui fait des chals, qui en fait pas. Même nous deux, on est dessus, donc si vous avez des questions sur le truc, bah, n'hésitez pas, on est là. Hein. Enfin voilà. Donc oui, je pense que la peut-être commu, nos c'est pseudos. assez important. Ouais. Nos pseudos, je pense que non, ils sont pas sur l'intra. Vous avez nos noms, non? Ici, ils sont Ouais. sur l'intra. Ouais, voilà, ok. Corentin Baillet, donc c'est Baillet pour moi, et elle arrive pour lui. Elle arrive. Il arrive, voilà. J'avoue. D'autres questions? Ouais. Attends. Nice. Vous avez parlé de votre expérience du coup en Ukraine. Est-ce que vous avez eu d'autres expériences? Vous avez participé à d'autres challenges, choses comme ça? Non, pas sur place. C'est le seul qu'on a fait et c'était assez exceptionnel en vrai. C'est parce que pour vous raconter un peu plus de contexte, l'organisation derrière ça, c'était un gros truc donc en Ukraine et ils étaient en train d'essayer de lancer leur crypto-monnaie. Donc bref, il y avait de la thune derrière et c'est pour ça qu'on a été invité 10 jours à l'œil toute l'équipe. Donc voilà, c'est pas des trucs qui arrivent souvent. Mais il faut savoir choper les opportunités qui passent. Mais ça arrive qu'il y ait des trucs un peu marrants. Après, même si c'est pas... il y a des trucs qui sont un peu moins intéressants côté sécu, mais sont intéressants socialement. On a des amis d'équipe CAC 40 qui ont fait l'année dernière les Jeux Olympiques de la sécurité, donc qui représentaient la France aux Pays-Bas, et ils ont fait des trucs marrants. Et, bon, voilà, ça peut partir en couille très vite en vrai. Mais ça arrive, c'est vraiment... c'est pas rare qu'il y ait des qualifications où ils vont vous payer le voyage jusqu'à la conf, mais c'est des gros CTF généralement, donc il va falloir performer, quoi. Ouais, voilà. Il y a Adrien qui veut le... Hop.
Oh non, c'était juste pour dire, enfin, on en a parlé tout à l'heure, que il y a quelques personnes qui font les ateliers de pentest là. Du Ouais. coup, c'est pas, enfin, on a commencé justement, vous parlez des write-ups, tout ça, en mettre un peu sur le site, enfin, pour les VM avec lesquels ils sont amusés au site de la SN du coup. De quoi? J'ai pas compris. Non, je disais, donc il y a les ateliers, il y a Vincent, enfin, et du coup il est reparti, parce qu'il Ouais. court derrière son black hole là. Euh, mais donc il y avait pris des VM sur un site, enfin des VM avec des failles, tout ça dessus, Mm. pour les ateliers de pentest, et du coup on avait demandé aux gens de faire des write-ups qu'on a mis sur le site de la SN. Donc la SN qui a fait des ateliers pentest, ouais, j'ai vu vite fait. Et qui donc fait des ateliers pentest avec un ISO, avec un certain temps pour le péter, il me semble. C'est ça? Ouais, enfin en gros, donc, il donnait les VM et genre une semaine pour la première, et Mm. puis après c'était 2 ou 3 semaines, Ok. il montrait avec un rétro comment faire en gros. Enfin, Ah ok, d'accord, il y avait la solution il avait fait derrière. d'abord les gens envoyaient les write-ups et après donc il montrait une ou plusieurs manières de résoudre les trucs. Bref, il y a une commu de Yenaso à 42 de sécu, c'est la SN. Elle est représentée par Adrien ici. Donc si vous voulez rencontrer des gens, c'est lui qu'il faut agresser. Voilà. Donc si on vous donne envie de faire des CTF, rapprochez-vous de lui, vous rencontrerez d'autres gens comme vous. Puis en espérant que vous vous amuserez Il y a un chan sur le Slack. à faire Si vous CTF. Ouais. Une question là, Adrien. Par rapport à la réalité, les CTF, c'est réel ou pas? Alors, rapport aux failles. ça dépend. En fait, parfois, on parle de vulnes de CTF parce que c'est des vulnes qu'on ne trouvera pas dans la vraie vie. Enfin, typiquement, les exploits, c'est pas les trucs qu'on trouve vraiment dans la vraie vie. Enfin, pas en Ouais, remote, ce qui se sur des passe, c'est serveurs, que- quoi. Mais dans les gros CTF, généralement, les gens font un effort pour avoir un scénario qui ressemble beaucoup à la réalité, voire qui est carrément la réalité. À l'Insomniac, il y avait, les mecs, c'est des pentesters, c'est-à-dire qu'ils font ça tous les jours. Donc ça leur arrive, ils ont trouvé un truc un peu marrant, ils ont fait une mission un peu marrante. Et voilà, quelques mois après, ils le foutent dans leur CTF. C'était le cas à l'Insomniac, il y avait quelques chals web qui étaient les trucs qu'on avait rencontrés dans la vraie vie. Donc ça peut arriver pour des chals web, des chals forensiques, des trucs qui existent vraiment dans la vraie vie. Peut-être moins pour les Je sais chals que pour le reverse. Pwn, il y avait un challenge d'exploit qui était inspiré de la vraie vie. Un truc exploitation kernel sur de l'ARM, je pense, je sais plus, je suis pas sûr. Ouais, il y a aussi des CTF qui vous font exploiter les 0D. Donc, vous savez ce que c'est une 0D ou pas? Des vulnes qui sont découvertes et pas patchées. Donc, généralement, les trucs qui valent de l'argent, c'est des trucs beaucoup utilisés. Et il y a des CTF qui vous font tranquillement exploiter des 0D. Donc voilà, ça arrive. Bon, c'est des gros CTF. Il y a même des gens qui exploitent d'une autre manière et qui trouvent une autre 0D pendant le CTF. Bon, c'est des mecs un peu chauds, voilà. Mais oui, pour le coup, surtout sur les gros CTF, ça ressemble à ce qu'on peut trouver sur les épreuves qui existent vraiment dans la vraie vie, quoi. Moins pour le river, je pense, moins pour l'exploit, ça arrive, moins. Ouais. Et aussi, ce qui se passe, c'est que les gens, bien sûr, ils prennent de l'inspiration, comme le pentester SCRT pour l'Insomniac, mais aussi pour les CTF, ils concentrent beaucoup la vulnérabilité. Ça veut dire qu'ils vont enlever tout ce qui est à côté, tout ce qui est à droite, à gauche, pour vraiment se focus sur la vulnérabilité et comment exploiter et comment réfléchir à l'exploiter. Et puis ajouter des protections, enfin des petits tricks. Ce qui est sympa dans une épreuve de CTF, c'est d'avoir des petites surprises, d'avoir le truc, ah bah tiens, ça ressemble pas à ce que j'ai exploité 100 000 fois. Il y a un petit trick, il y a une petite épreuve, et bon, c'est pas un truc que vous trouverez vraiment parce que personne ferait ça dans la vraie vie, c'est juste que voilà, il y a eu un scénario un peu bizarre et ce truc-là est arrivé. Donc la vulne de CTF, c'est la vulne généralement, elle est assez classique, elle est trouvable dans la vraie vie, mais la manière d'exploiter, elle est bizarre. Vous disiez en introduction, enfin au début, que ça pouvait pas être un métier. Pourquoi et qu'est-ce qui pourrait s'en rapprocher le plus? Alors, déjà, il y en a qui en font leur métier. Ils réussissent à être très bons là-dedans et à gagner de l'argent. Mais après, ils sont très peu. C'est comme devenir joueur de Rubik's Cube professionnel. Bien sûr, il y en a qui ont réussi à en faire de l'argent, mais c'est pas vraiment ça. Le truc, c'est que CTF, ça va pas vraiment vous amener à travailler sur ce qui se passe dans la vraie vie.
ça va vous donner un certain état d'esprit sur comment penser, comment réussir à travailler dans la sécu. Genre par exemple dans les pentests, comment chercher une vulnérabilité, des trucs comme ça, comment l'exploiter le plus rapidement possible. Mais ouais, après pour avoir de l'expérience, le mieux ça reste le stage pour apprendre et bien sûr réussir à travailler avec des gens qui sont très bons dans ce domaine. C'est ça qui va être le plus important. Et après, bien sûr, le CTF en eux-mêmes, ça peut très bien vous apprendre la sécu, mais c'est pas vraiment la même chose. Ok, et du coup, juste, tu avais une petite liste de métiers qui s'en rapprocheraient le plus. Joueur de CTF Les boîtes de sécurité offensive, donc être ouais. pentester, Ouais, donc tout ce qui est autour du pentest au final. le pentest, la recherche de vulnes. Donc, moi qui suis plus axé reverse, je fais pas de pentest, je fais plus de la recherche de vulnes. Enfin, ça suffira pour faire les CTF, c'est cool, mais ça suffira pas, quoi. Il faut passer par du vrai apprentissage avec des professionnels, le stage ou autre. Hein, mais ce qui est bien avec le CTF, c'est que ça permet de creuser, de déboussiérer le truc et de voir à quel point vous êtes compétent pour résoudre une énigme et quelle approche vous avez. Et ça permet aussi de rencontrer les professionnels, vraiment. Et Oui, parce que bien sûr, avoir un palmarès de CTF, ça se met sur un CV, vraiment. Même si ça fait pas un métier de vous, c'est un palmarès et ça se met carrément. C'est un plus sur un CV. Et bien sûr, aussi, il y a, pour repartir sur l'aspect social des CTF, presque tous les gens que j'ai connus qui travaillent dans la sécu, Offensive. dans la sécurité offensive, ouais, ont fait des CTF à un moment ou à un autre. On fait des challenges à un moment ou à un autre. Et beaucoup en sont partis de là. Mais c'est pas grâce à ça qu'ils ont réussi à avoir leur boulot. Ouais, donc, est-ce que vous faites du bug bounty ou... Non, bug bounty, généralement, c'est beaucoup axé web. Nous, on sait pas faire le web. Plus mobile. mais c'est pas une mauvaise idée, hein, le bug bounty, je pense. Ça permet de voir vraiment des situations réelles. Après, perso, j'en fais pas, Lucas non plus. Donc on peut pas trop vous guider là-dessus. Et pour moi, ça n'a vraiment rien à voir avec le CTF. Pour le coup, c'est la vraie vie. Vous pouvez report des vulnes toutes pourries qui vous donnent rien, vous gagnez quand même de l'argent. Bon, c'est cool, mais... Ouais, voilà, des bon. XSS, des self-XSS, pastorés. Ouais, c'est bien, hein, c'est cool, mais... Je veux pas critiquer Après, trop le bug bounty. Pour moi, c'est une bonne opportunité, c'est un bon truc, mais moi, je fais pas ça, personnellement. Et après, ouais, le problème, c'est que si vous n'avez pas le niveau, vous savez pas par où partir. Si vous êtes tout seul, vous savez pas à qui poser une question. Et c'est les problèmes de CTF tout seul, basiquement. Les mêmes problèmes. Après, c'est le milieu où vous allez rencontrer les mecs en face qui vous disent « Mais non, ce que vous avez trouvé, c'est pas du tout une vulnérabilité, c'est compliqué. » Ouais, le côté ingrat de la défense. Quoi. Ouais, basiquement. Mais je sais pas. Si vous voulez vous amuser, faites du bug bounty. Perso, j'arrive pas. Attendez, tout le monde sait ce que c'est du bug bounty ou pas? Il y a des programmes qui existent en France, dans le monde, où des entreprises s'inscrivent au programme et en gros, ils vous donnent un scope, donc tel site, telle plateforme, telle application. Si vous trouvez une vulnérabilité dessus, vous vous nous la donnez et on vous paye en fonction de la gravité de votre vulnérabilité. Donc il y en a qui font un vrai métier, hein, qui sont très forts là-dedans et qui trouvent plein de vulnes par mois, et ils se font un très bon salaire. Mais voilà, il faut charbonner, quoi. Bon, ouais, j'espère que vous en donne envie de jouer. Attaquez Adrien pour avoir des contacts. Je suis sûr qu'il y en a plein. Et bon courage. Voilà. Peut-être qu'on se croisera en CTF. Merci.